Plus personne ne veut travailler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est parce que des jeunes refusent de travailler plus de 30 heures par semaine ou parce qu'il n'y a plus aucun job sur le marché du travail? On va voir ça avec cette vidéo de How Money Works et c'est important de comprendre le marché du travail pour mieux s'y repérer et avoir une meilleure carrière. It's a classic gripe of out-of-touch corporate executives hiring minimum wage workers or the trust fund baby who is angry that their gym is busy in the middle of the day. Nobody wants to work anymore. Now, I really hate to say this, but by looking at the numbers, they might have a point. Labor force participation is approaching generational lows even after the pandemic, while labor force participation amongst men specifically is the lowest it has ever been. These declines have been happening at the same time that unemployment is theoretically quite low, which, if the economists are to be believed, means it should be easy for people who want to get a job, right? Well, not quite. And these numbers are confusing at best, or downright misleading at worst. Is people just don't want to go to work. There was a poll I read a long time ago. Only like 18% of Americans feel engaged when they're at work. I hate my job! Okay. On va revoir cette fille parce qu'elle est vraiment incroyable. I hate my job. Engaged when they're at work. I hate my job! Tellement vrai, tellement vrai. Bon, plein de statistiques, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est la réalité du travail pour les différentes catégories de population. Est-ce que quand tu es jeune ou en milieu de carrière, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que plein de chiffres, ok, mais c'est quoi la réalité concrète pour les personnes? Et notamment, je le vois avec beaucoup de jeunes avec lesquels je peux travailler, il y a une volonté d'avoir un sens dans ce que l'on fait, pas d'avoir un de ces bullshit jobs, comme le livre du même nom, pas d'avoir un job où on fait juste réparer les erreurs des autres, ou le job de son manager qui lui ne fait rien, mais d'avoir un job où on a un impact, une contribution pour le monde, pour la planète, pour les gens autour de nous, pour la communauté. Okay, so there are two general schools that people fall into when they see that nobody wants to work anymore. The first group are wealthy executives, business owners, or just people who have always worked incredibly hard who don't like that jobs are going unfilled. So they blame it on lazy young people who would rather sit around all day smoking cones and watching skibbity toilets. The second... Et ce stéréotype, il existe. Hein. Je me rappelle, lorsque j'étais à Bouygues sur mon premier job en Australie, il y a déjà 8 ans de ça, et j'ai entendu l'un des directeurs, que je ne nommerai pas pour des raisons évidentes, parler d'une des VIE du groupe, donc c'est-à-dire une jeune qui était à l'étranger, en Australie, pour 2 ans, et qui travaille à fond, et qui a aussi des vacances, et qui a plus de vacances que les locaux, parce que les VIE, donc c'est un contrat d'expatriation pour jeunes, ont 6 semaines de vacances par an, alors que ceux qui ont des contrats locaux, comme moi, comme lui, avaient 4 semaines. Et la jeune voulait prendre ses vacances en plus, c'est 2 semaines de plus, et lui qui disait « Non mais moi, de mon époque, on prenait pas les jours de congé, on travaillait plus, qu'est-ce que ça veut dire de la nouvelle génération ?» Et il y a un énorme décalage, parce que oui, le pouvoir d'achat n'est pas le même qu'à l'époque. À l'époque, tu travaillais, tu pouvais te payer une maison lorsque tu avais 25-30 ans, et en plus de ça, elle a droit à des jours de congé, elle est sur la loi française, qu'elle y aille, parce que lui, il est sûrement payé peut-être 10 fois son salaire, donc 2 poids, 2 mesures, c'est plus la même époque. Second school of thought agrees that yes, people don't want to work. They don't want to work demeaning jobs where they won't get paid enough to support a decent quality of life. It's nice when two groups who are so different can agree on something. So really, the only thing left is to work out why people don't want to work. Now, in most cases, the jobs that nobody wants to work fall into one of 3 categories. The first are jobs that are just paying well below market rates given the experience or the location required. Even entry-level jobs that pay minimum wage in very high cost of living areas are going to be much harder to fill in a city where even finance bros are living in shared housing. C'est fou cette remarque, parce que, petit aparté pour te parler d'une chose. Les playlists sur ma chaîne. C'est quoi? C'est des séries de vidéos qui peuvent t'intéresser. Alors, il y a les classiques, réaction d'un ingénieur ou réponse à vos questions, mais aussi des choses plus orientées carrière, comme par exemple comment faire ton CV vidéo, comment avoir une promotion, comment réussir ta première expérience professionnelle, réussir les entretiens, trouver un stage. Les playlists sont en description et ici sur la chaîne dans l'onglet playlist. Bonne écoute. C'est fou cette remarque, parce que, anecdote perso, je viens de revenir sur Paris. Alors il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui vivent sur Paris, hein, dites-le moi en commentaire si vous voyez les loyers, ce que vous pensez des loyers parisiens, mais c'est une tuerie, c'est n'importe quoi. Et même, là je suis en congé sabbatique, donc j'ai 1 an de pause dans mon travail, j'ai un travail en Australie, je cherche à aller dans les espaces de coworking. Eh bien, tiens-toi bien, combien coûte un espace de coworking à Paris, juste pour avoir le droit d'avoir une chaise où t'asseoir dans un truc espace sympathique? On est à plus de 300 € par mois. 300 € par mois. Alors, j'en ai parlé avec quelqu'un qui avait un métier qui payait extrêmement bien. Il dit, 300 c'est rien, tu peux te le payer. Et moi je suis en mode,
Mec, ça fait 4 ans que je fais YouTube, les vidéos, ça rapporte moins de 300 € par mois. Enfin, je suis à même pas un quart du SMIC. Donc, non, 300, c'est beaucoup. Et imagine que tu as un job payé au SMIC, justement. Bah, rien que ça. Après, tu as les taxes, tu as le fait qu'il faut payer un loyer qui est hyper cher, quasiment au même niveau. Après, si tu vas avoir un espace de coworking, c'est une horreur. Bref, je comprends toutes les personnes qui galèrent, notamment si vous êtes étudiant ou jeune diplômé, vous n'avez pas un grand salaire. Payer un salaire à Paris, un loyer à Paris, c'est hyper dur. And shared housing. Now, hot take alert. But just like there are no shortage of crappy businesses and managers that expect to pay workers nothing for world-class skills and experience, there are lots of workers who expect world-class pay with little or no marketable expertise. One of the most insightful pieces of data on this issue is this recent survey right here. It asked a selection of Americans what they considered to be the minimum salary they would need to be financially successful. Now, most of the responses to these numbers have been laughing at the Gen Zs just entering the workforce who think that almost $600,000 a year is a realistic salary goal. Because for most people, it just isn't. Ah non, mais c'est fou, 600 000. Ouais, donc on va voir ce graphique, parce que ce graphique, il est intéressant. Donc là, on a 100 000 pour les boomers qui veulent gagner pour être successful. Parce qu'à l'époque, ça suffisait à payer une maison. Hein. 200 000 pour les Gen X millénials. Donc, personnellement, je suis dans cette catégorie milléniale. J'étais diplômé il y a 10 ans déjà. 180K, bah ouais, clairement, tu as 180K, donc 200K euros, on va dire. Tu réussis bien ta vie. Tu réussis bien ta vie. Et Gen X, il faut 1 million par an. Ça, c'est tous les TikTok qui disent que tu vas gagner des fortunes. Le salaire moyen d'un ingénieur en sortie d'école, c'est entre 30 et 40K par an. Alors, je dirais plus, selon du top tier, ça va être 38, 42, 45. Après, si tu es en conseil et autres, plus en France. Et c'est vrai que si tu travailles en tech, par contre, qui est le Graal pour beaucoup d'ingénieurs actuellement avec la finance et le conseil, tu peux être à des chiffres énormissimes, notamment si tu vas aux États-Unis où là, tu peux être à quasiment 80, 100 000 juste à la sortie d'école. Mais va trouver un boulot là-bas, un visa, etc., etc. Donc ouais, un chiffre exorbitant, un demi-million. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Vraiment, si vous êtes de la Gen Z, donc si vous êtes né après 97, j'aimerais bien avoir vos avis. Le reste aussi, hein. Qu'est-ce que c'est pour vous? Combien de gagner pour réussir financièrement? Personnellement, j'aurais tendance à dire que ouais, 200 000, c'était très, très, très bien. Mais il faut quand même se payer une maison. Toutes les maisons sont à 1 million. Donc ouais, 200 000, ce serait sûrement là où j'aurais tendance à dire. Donc je suis pile dans la catégorie de mon âge. Mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Unless you are in a few very specific career paths, there are basically no jobs that pay this money. And even then, you need an insane amount of luck to get those opportunities. Now, you can blame this on young people who don't really know how the world works yet, or social media that makes it look like every hustle bro is flying private. But it's all distracting from a more interesting data point. The average boomer thinks financial success is achieved with a salary of just under $100,000. According to the Bureau of Labor Statistics, this is still almost double the median national salary. But in most major cities where people can actually find jobs that pay this much, $100,000 certainly doesn't afford a lifestyle of financial success. Pourquoi ça t'impacte, toi, ce que les boomers pensent? Parce que c'est les boomers qui vont t'embaucher. C'est eux qui donnent les jobs. Alors oui, tu peux te faire embaucher dans des startups et dans des boîtes assez jeunes, et tant mieux, vas-y, fonce. Mais si les boomers pensent que 100 000 euros par an, te suffit à être financièrement au top, et bah ils vont se dire, je lui donne tel salaire de 30-40K, il devrait déjà être content parce que c'est juste la moitié de ce qu'il faut pour être successful et avoir une super carrière. Alors que toi, tu veux avoir beaucoup plus, et donc forcément, le gap, le trou entre les deux, le fossé se creuse entre les attentes de ceux qui sortent d'école et qui ont entre 0 et 10 ans d'expérience, et ceux qui ont 30-40 ans d'expérience et qui donnent le travail et qui donc mettent aussi les salaires en fonction. There is simply a massive gap in expectations between the generations looking for their first jobs and the group responsible for giving out most of the jobs. So they both agree that nobody wants to work, just for different reasons. The second type of job that nobody wants to work are in workplaces that push their staff, demand unreasonable overtime, or have management that are needlessly abusive. This happens in a shocking amount of businesses across the country. And even if you are lucky enough to avoid a boss that thinks shouting is an effective motivation tool, you have probably worked some overtime out of fear of losing your job or being reprimanded. These jobs often don't have much trouble finding people to start, but they do struggle with high staff turnover. Donc d'après cette étude, c'est plus de la moitié des employés qui subissent du harcèlement au travail, ou qui en tout cas font soit du harcèlement, soit des gens qui ont des comportements déplacés, qui vont faire de l'overtime, c'est-à-dire des heures supplémentaires pas forcément payées. Et c'est quelque chose que je connais, que j'ai vécu personnellement. Et même là, j'ai un ami qui travaille dans l'hôtellerie, qui a travaillé dans de la restauration, enfin dans un petit château avec des chambres d'hôtes.
qui a travaillé comme un fou, il travaillait les week-ends, les soirs, il est revenu sur des jours de congé pour former d'autres personnes de l'équipe, et aucune de ces heures ne lui a été payée. Aucune, parce que c'était sous la promesse d'un mentoring, d'un mentorship pour qu'il grandisse et qu'il ait une meilleure carrière. Tu prends pas, je me souviens aussi, dernière anecdote avant de revenir à la vidéo, parce que le but, c'est, en partageant ces anecdotes, c'est de te montrer un peu aussi la réalité de ce qu'il peut y avoir derrière le métier d'ingénieur et dans une vraie carrière, par opposition à juste des vidéos où on fait de la réaction. Moi, je suis ingénieur si tu ne me connais pas, pardon, je suis ingénieur, j'ai 10 ans d'expérience et je continue à avoir un travail d'ingénieur. Je gère des équipes en data. Et j'ai travaillé sur le chantier de construction d'une plateforme pétrolière en Corée. Et il y a eu un moment où on a dû peser cette plateforme avant de la mettre sur un bateau pour qu'elle aille en Afrique. Et pour peser cette plateforme, c'est super lourd. On est à plus de 10 000 tonnes, donc c'est plein de process et tu ne peux le faire que le week-end, le moment où il y a beaucoup moins de personnes qui travaillent sur la plateforme parce que sinon tu perds 2 jours de production et c'est énorme. Donc, on a dû travailler le week-end. C'était de base dans le contrat, j'ai pas été payé plus. Après, j'avais un manager très cool, donc j'ai récupéré les 2 jours. Mais oui, on s'est attendu pendant 2 jours, samedi, dimanche, plus le vendredi. On a travaillé 3/4 du temps. Je sais pas combien on a fait d'heures, mais on était peut-être à plus de 30-40 sur juste un week-end. Il faut comprendre, il faut être intelligent quand on travaille. Si tu sais pourquoi tu travailles, tu vas prendre un maximum. Des fois, il faut travailler le week-end et le jour férié ou le soir, un peu plus. Attention, le but, c'est pas de te faire exploiter non plus. Et si tu sais pas pourquoi tu le fais, si tu n'as pas une raison valable, protège-toi et fais appel à des amis, voire à des personnes qui peuvent t'aider dans le cas où ça t'arrive à toi et que tu veux t'en sortir. The third are simply jobs that never actually existed. You probably all know about ghost jobs by now. But even if you really do want to work, there is a good chance that most of your applications are just going to build out a workforce database, not to actually be considered for employment. Now, whatever the specific reason, the results are the same. Les ghost jobs dont il parle, c'est des annonces sur Internet où il n'y a pas de job derrière, c'est juste des entreprises qui font ça pour récupérer vos informations personnelles et les revendre derrière à d'autres entreprises. Elles peuvent se faire passer pour une vraie entreprise ou juste même être totalement factice, se faire passer, c'est plus simple pour des gens qui recrutent. Bref, tout ce qui est annonce en ligne, c'est plus ce que c'était et ça va devenir de plus en plus dur avec l'IA qui arrive et qui permet d'inonder tous les sites avec sa candidature, ce qui fait que envoyer une candidature à la main ne sert quasiment plus à rien maintenant. For employment. Specific reason, the results are the same. Less people end up working. But aside from settling some beef between entitled Zoomers and some out-of-touch boomers, this data all reveals something more concerning about work in the current economy. It's not that people don't want to work anymore. They simply can't afford to. Might not also be a shock to you, but it's getting really damn hard to find a job out of college. A few months ago, a post from a professor at Berkeley made the rounds after it spoke about his top students from a top college struggling to find work in technology, an industry that was hiring highly intelligent graduates like this as fast as they could make them just 24 months ago. Previously, a Berkeley CS graduate, even if not a top student, would receive multiple appealing job offers in terms of work type, location, salary, and employer. However, outstanding students, like those with a 4.0 in major GPA, are now contacting me worried because they have 0 offers. I suspect this trend is irreversible and likely part of the broader trend impacting almost every employment sector. It's pretty grim stuff coming out of one of the best schools in the country. Et cette tendance, elle va continuer et s'accentuer encore plus. Et ça, on t'en parle pas forcément dans les médias, mais l'impact de l'IA, de l'intelligence artificielle sur ton travail est énorme, surtout pour les jeunes employés, sur les graduates, pour les jeunes diplômés. Pourquoi ? Parce que l'IA permet de faire 80% des jobs peu qualifiés, des personnes qui ont peu d'expérience. L'IA a encore beaucoup de mal à faire le job de spécialistes qui vont être multitâches, qui ont plusieurs compétences dans des domaines différents, qui les mettent en application, ça oui. Mais elle est extrêmement forte à remplacer des juniors. Et je vais donner une anecdote personnelle. J'ai embauché 2 stagiaires pour ma chaîne YouTube il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. J'avais fait des podcasts avec Lucas, à qui je passe le bonjour. Et 80% de ce qu'ils ont fait pour moi, ChatGPT le fait maintenant. Alors Lucas, c'était différent parce que c'est un autre YouTuber qui fait des vidéos top et donc on avait collaboré plus comme YouTuber. Mais l'autre stagiaire, qui est très sympathique au demeurant, 80% de ce qu'il faisait, voire 90%, ChatGPT le fait mieux en moins de temps. Et en plus, ça me coûte moins d'argent parce que j'avais dû... donc, sur YouTube, je perds de l'argent, mais j'avais mis mon argent personnel pour vouloir essayer de grandir un peu plus la chaîne. Et donc, je dédommageais tous les frais qu'il avait fait pour venir en Australie. Très cool le stage au demeurant en Australie. Et donc, je lui donnais plus de 1 000 € par mois pour qu'il puisse payer toutes les dépenses qu'il avait. Et ChatGPT me coûte $30 par mois.
Et c'est horrible, je préférais avoir plein de gens à qui je pourrais proposer des stages en Australie, ce serait incroyable, incroyable. Bon déjà j'ai pas l'argent pour, ça c'est mort, j'aimerais bien mais je peux pas. Et deuxièmement, économiquement en tant que entrepreneur ça fait pas sens. Et en tant qu'entreprise non plus. Donc si tu es diplômé actuellement ou que tu vas être diplômé, ça va être de plus en plus dur de te différencier au départ, il faut absolument faire des projets personnels pour pouvoir justement te différencier, avoir de l'expérience avant de sortir de ton école. Si tu n'as pas d'expérience, qui a envie de te prendre? Et là, tu peux voir que même ce professeur à Berkeley voit que les meilleurs étudiants ont du mal à trouver du travail. Donc ça va continuer, et si c'est une opinion impopulaire, ça va continuer, ça va s'aggraver sur les années à venir. Et ça, je suis pas sûr qu'on va te le dire dans les médias. It might not be the most logical thing to do, but a common reaction from people who can't land a job with a degree they got to make them more employable is to just go get another degree. The rate of master's and PhD recipients has grown even faster than people getting an undergraduate degree, because that's now normal to stand out in a highly competitive job market. And to be honest, it's a nice way for people to avoid the reality of the job market for another few years. Spending another 2 to 8 years at college to get advanced degrees means people aren't in the labor force, which pulls down the average to look worse than it really is. Là, il finit sur les moyennes, mais on s'en fout un peu des statistiques. Ce qui compte vraiment, et c'est important de le comprendre, quand tu vas faire un échange, quand tu veux faire un autre diplôme, il y a 3 choses qui comptent vraiment. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, je vais quand même te le remontrer. Voilà, le petit graphique que je nous ai fait. 3 choses qui comptent: connaissances et compétences que tu vas acquérir sur cette nouvelle formation, le prestige, comme Polytechnique, HEC, Harvard, etc. et le réseau, les personnes que tu rencontres. Ça te coûte 3 choses: l'argent, que ça coûte, une formation, un MBA, un master spécialisé, le temps, en nombre d'années, en nombre de mois, et toute l'énergie que tu vas y mettre et sur laquelle tu ne vas pas faire autre chose. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller faire un autre diplôme en plus, alors que tu as déjà commencé à travailler ou que tu cherches un travail et que tu n'y arrives pas? J'ai une tendance personnelle à privilégier les projets personnels, ou les projets pour une ONG, ou les projets pour les entreprises. Parce que ça a une énorme valeur. Si tu le mets en forme visuellement, c'est extrêmement vendeur et tu peux trouver un job très rapidement avec. Je comprends ceux qui veulent faire un autre diplôme. Si ils arrivent à avoir assez de ce triptyque, tant mieux pour eux. Mais je vous conseille vraiment de réfléchir à ça avant de vous jeter peine perdue, tête baissée directement sur un autre diplôme. C'est pas ça qui va vous sauver la mise. Là, j'ai coupé la vidéo pour enlever une partie peu intéressante. On repart sur pourquoi est-ce qu'il y a des très bons jobs uniquement dans quelques petites zones et le reste, il y a moins d'opportunités professionnelles. People in areas that still had work can't afford not to work. And the people in areas with no work couldn't afford to move to areas with work, since it could mean giving up family support networks or simply paying for the cost to relocate housing. A lot of people who had the financial means have already moved out of the state, only making this problem worse, as they take business opportunities and money away with them. The trend of a few concentrated cities doing extremely well while everywhere else stagnates can make nationwide figures look good. But it also means people who want to work have an option of trying their luck for one of the few jobs left in areas with fewer opportunities, or living in an extremely expensive city to compete with everybody else, fighting over a spot in the few places left where people can reliably get ahead. Finance and tech have become one of the last escape ropes for people to make a deal with the devil to get out of these areas with little to no opportunities. Une anecdote qu'on m'avait pas dit quand j'ai commencé le boulot d'ingénieur, je pensais que je pourrais travailler d'où je voulais. Et je l'ai fait en partie parce que je suis parti en Australie, donc tu peux en effet travailler dans n'importe quel pays. Mais, et le travail d'ingénieur, tu vas principalement pouvoir le faire dans les grandes villes. Et notamment si tu vas avoir un bon salaire, une super évolution de carrière avec des postes qui sont disponibles, qui s'ouvrent, en effet, Paris ou bien les grandes capitales vont être là où tu vas pouvoir trouver un travail, voire Lyon et puis d'autres villes, Toulouse, etc., selon le domaine dans lequel tu travailles. Mais si tu veux savoir les salaires en tech, j'en ai parlé, il y a un salaire qui est méconnu parce qu'il y a 3 types de salaires en tech, en IT, dont ceux qui gagnent beaucoup d'argent. C'est dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, la nature trimodale des salaires, ce dont personne ne parle tant que tu n'es pas allé un peu à l'international. Et ça arrive même en France. Je t'y retrouve.